Le village de Conques fait partie des plus beaux villages de France. Il a conservé son caractère d'autrefois, avec une église magnifique du XIe siècle, mais aussi de nombreuses maisons anciennes et des ruelles pavées très agréables à parcourir. Bien qu'il soit isolé, son histoire est d'une très grande richesse. Par exemple, ses reliques en or furent protégées par les habitants lors de la période trouble de la Révolution française. Mais j'y ai découvert un autre trésor, un trésor d'architecture, inattendu et d'une importance cruciale, car il permet de montrer que la science des bâtisseurs s'est transmise durant des siècles, voire des millénaires, dans la plus grande discrétion, et parfois même au nez et à la barbe des hommes puissants de l'Église. Je vous propose de découvrir un étalon métrique 7 siècles avant son invention officielle. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai trouvé, on le trouve de temps en temps, pas toujours, mais ici il y en a une qui est bien visible. Il y a ce qu'on appelle une pierre angulaire ou une pierre étalon. C'est une pierre en fait qui servait pour les bâtisseurs du bâtiment. Lorsqu'ils avaient des consignes des architectes pour les dimensions du monument, il leur fallait donc un étalon. Et donc c'était une pierre qui était amenée sur le chantier, posée, et que les tailleurs de pierre pouvaient venir mesurer pour prendre leur cote. Et cette pierre, parfois, elle était tout simplement ramassée à la fin du chantier et il fallait absolument la rendre. Et donc la pierre était de nouveau conservée par les architectes qui faisaient les plans par exemple. Mais parfois la pierre était intégrée dans le monument, dans le pavage de l'église. Donc c'était une pierre qui est assez remarquable, qu'on remarque assez rapidement parce qu'elle est différente des autres, une couleur différente, avec parfois des inscriptions dessus. Et parfois elle est simplement dans le mur. Et ici, sur cette église, j'ai trouvé une pierre angulaire, une pierre d'étalon, probablement, vous allez comprendre pourquoi. C'est une pierre qui se trouve donc dans le mur, et elle est très différente de toutes les autres. J'ai fait le tour de l'église, j'ai cherché, c'est la seule pierre comme ça. Donc vous allez la voir ici quand je vais me tourner, elle est là. Cette pierre-là, elle est un petit peu abîmée, vous voyez en bas, il y a une partie qui a été... la gravure qui est cassée, mais c'était une croix à l'origine avec 4 fleurs dans chaque espace. On voit qu'il manque donc une partie de la croix en bas et puis il manque une fleur également. Et cette pierre-là, s'il faut regarder bien, hein, dans toutes les autres pierres de l'église, il n'y en a pas une seule qui ressemble à ça. On a des monuments avec des pierres qui n'ont rien à voir, sauf cette pierre-là. Et bien sûr, ce qui est intéressant, puisque c'est un étalon, c'est de connaître ses dimensions. Et ces dimensions, tenez-vous bien, c'est 1 mètre de large par 80 cm de hauteur. Et oui, 1 mètre de large. Et on est au XIIe siècle. Souvent on se demande où sont passés les étalons de l'unité métrique, puisque l'unité métrique est, j'en ai la certitude, et on en a beaucoup de preuves, une unité qui est utilisée depuis des millénaires, dans le plus grand secret, par les bâtisseurs de nombreux monuments. Donc on pourrait parler des mégalithes, des pyramides d'Égypte, mais également des pyramides au Mexique également. Et on retrouve même presque partout, si on cherche bien, en Europe, en France, si on cherche bien, on trouve des preuves de l'usage de l'unité métrique dans l'architecture sacrée. Et du coup, je me suis amusé à mesurer les dimensions du monument, notamment les portes d'entrée. Et bien, sur ce monument, il y a 2 portes qui sortent du monument par l'extérieur, qui mesurent exactement 1 mètre de large. Et c'est un monument du XIIe siècle. J'ai trouvé également dans le village de Conques une porte qui doit être à peu près datée du XVIe siècle et qui est une porte en double carré de 1 mètre par 2 mètres, surmontée par une décoration de type architecture sacrée. Et voilà, donc il y a énormément d'étalons en réalité, il suffit d'avoir quelques astuces pour les trouver. Et savoir qu'ils existent déjà, parce qu'on ne nous l'explique jamais. Lorsqu'on fait des visites guidées dans des églises, dans n'importe quel monument, on ne nous explique pas qu'il y avait un étalon et qu'il était généralement soit ramassé et il fallait absolument le rendre, sinon c'était même dangereux de ne pas le rendre, mais quelquefois, on le retrouve.
Dans plusieurs ouvrages traitant de l'architecture de l'abbatiale Sainte-Foy, les auteurs s'étonnent de la faible largeur de la croisée centrale au regard de sa hauteur. On peut lire dans le livre d'Emmanuel Janin « L'étroitesse relative de la nef, combinée à une élévation audacieuse, donne à Sainte-Foy un élan vertical saisissant, 7 mètres de large pour 22 mètres de haut. » Un rapport de 22 par 7, qui révèle le nombre pi. Cela ne vous rappelle rien ? Sur un précédent documentaire, nous avons montré que cette fraction exprimée en unités métriques était employée dans un monument sacré. Faisons un détour au Mexique, à Teotihuacan. Pyramide du Soleil. Cette immense pyramide est une des plus grandes de la planète. Elle mesure 220 mètres très exactement dans sa plus petite largeur. Sa hauteur est estimée à 70 mètres. En effet, il manque une partie du sommet. Et si on coiffait la pyramide d'une coiffe virtuelle, elle mesurerait alors 220 mètres de large par 70 mètres de haut. 220 par 70, cela évoque de toute évidence la fraction 22 par 7, qui est celle du nombre pi. 22 par 7 égale 3,142857. C'est une très bonne approximation du nombre pi. Mais le plus incroyable, ce n'est pas que ces bâtisseurs connaissaient aussi le nombre pi, mais que cette fraction, 220 par 70, fonctionne en mètres. En effet, si nous raisonnions en miles, en yards, en pieds, en coudées, nous ne verrions pas apparaître la fraction simple de 22 par 7, mais par exemple 240,59 yards par 76,55, ce qui est beaucoup moins pratique. Le rapport de proportion entre la hauteur et la largeur de la pyramide du Soleil, elle peut nous délivrer un nombre, qui est le nombre pi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces nombres qui constituent ce rapport, eux, ils peuvent nous délivrer l'unité de mesure. Et ici, l'unité de mesure, ça pourrait être le mètre. L'unité métrique n'est pas censée avoir existé en Amérique du Sud. En effet, cette unité nous est présentée comme une invention des scientifiques de la fin du XVIIIe siècle en France. Jean-Baptiste Delambre et Pierre-André Méchain avaient pour mission de mesurer le méridien de la Terre pour en tirer une fraction de 1 pour 40 millionième afin d'en définir le mètre. Ils tentèrent de mesurer une fraction de méridien entre Dunkerque et Barcelone pendant 7 années. Il leur fallait pour cela mesurer les distances et les angles entre différentes collines et monuments visibles de loin, tenir compte de la réfraction de la lumière dans l'air, de la dilatation de leurs outils de mesure, de la différence d'altitude entre les points de visée et croire en la fiabilité de leurs outils de mesure. Le livre de Canalder montre les difficultés qu'ont rencontrées ces scientifiques, à tel point qu'on se demande s'ils ont réellement réussi leur mission. À la fin de la lecture de ce livre, on a du mal à croire que l'opération ait été un succès. Il est aujourd'hui impossible de vérifier leur travail. Même s'il est consigné dans des milliers de pages bien archivées, rien ne permet de dire qu'ils ont réellement réussi leur mission. Et pourtant, le maître en est sorti. Et si nos scientifiques n'avaient tenté qu'une simple vérification de connaissances métriques plus anciennes ? Il y a quelque chose d'amusant ici, et que les plus attentifs ont peut-être déjà remarqué. La croisée de 22 mètres par 7 ressemble, vue du sol, à une croix templière. Tout comme le symbole qui se trouve sur l'étalon métrique qui est fiché dans le mur nord de l'église. En théorie, l'ordre du Temple fut fondé au moment où les travaux de l'abbatiale se terminaient. Mais de toute évidence, l'ordre du Temple a commencé à exister bien avant sa fondation officielle. Ne jouait-on pas au football bien avant que la première fédération ne soit créée ? Il en va de même avec l'ordre du Temple. Ses fondateurs ont attiré à eux des maîtres et des artisans bâtisseurs qui exerçaient leur savoir bien avant que l'ordre du Temple ne développe son influence, bien avant la fondation officielle de cet ordre de bâtisseurs de temples. Oui, bâtisseurs de temples, c'est ce que veut dire le mot templier. Une illustration des connaissances primordiales que cet ordre s'est appropriée pourrait être l'église de la commanderie de la Couvertoirade, dont les dimensions de la porte d'entrée illustrent encore l'usage de l'unité métrique encodée sur la base de constantes de l'univers.
La porte principale mesure 1,50 m très exactement, soit 1 mètre plus un demi-mètre. Et l'encrombellement mesure 2,236 mètres, soit 1,618 m plus son inverse. Ici, c'est le nombre d'or et son inverse qui sont encodés dans les dimensions de la porte d'entrée. Qui dit mesure et nombre, dit aussi géométrie. Et voici quelques éléments importants. J'ai constaté parfois que plusieurs unités de mesure sont imbriquées dans les monuments. Et ici, c'est le cas aussi, avec le mètre et la coudée égyptienne qui est intégrée de manière subtile. L'entrée de l'abbatiale Sainte-Foy a de l'allure. Son tympan attire l'attention. On le commente 1000 fois pour ses gravures et ce que cela veut dire. Mais jamais on ne prend le temps de mesurer les dimensions de cette grande entrée. Elle entre dans un carré parfait, qui mesure exactement 7,236 mètres. Or, un tel carré a une surface de 52,36 mètres carrés. Dois-je rappeler aux passionnés que la coudée mesure 0,5236 mètres? Quelle est une constante de l'univers? Mais ce n'est pas tout. Un auteur, Stéphane Gardino, dans son livre Géométrie sacrée, remarque un plan régulateur avec un angle de 51,85°. Or, cet angle est exactement celui de la grande pyramide de Gizeh. Son profil géométrique est intégré dans le plan au sol de l'abbatiale Sainte-Foy. La longueur de la nef et la largeur de l'église coïncident exactement avec les proportions de la grande pyramide de Khéops. La précision est parfaite. Le Massif central est riche d'un patrimoine exceptionnel, dont nous n'imaginons pas l'ampleur. Il n'y a pas de monuments gigantesques, pas de concentration de mégalithes comme en Bretagne, mais sur un vaste territoire en climat confortable, aux paysages somptueux, on y trouve quantité de villages qui autrefois étaient d'une très grande importance, commerciale et stratégique, et où de nombreux artisans et savants hautement qualifiés exerçaient leur art. L'Aveyron est un de ces départements dont la richesse du patrimoine est peu connue, et nous réserve bien des surprises. Saviez-vous que ce département compte des centaines de dolmens et menhirs? Lors du dernier recensement de ces mégalithes en 1983, on estimait à 700 le nombre de dolmens dans ce département, ce qui en fait la plus grande concentration de dolmens en Europe. On y trouve aussi, comme en Corse, des menhirs taillés à l'effigie de personnages. Serait-il possible que, comme en Bretagne ou en Corse, ces mégalithes soient les détenteurs de connaissances très poussées qu'on ne peut découvrir que par l'étude géométrique de leur implantation?